La montée exponentielle du numérique a considérablement modifié le processus de création, de diffusion et de consommation des œuvres artistiques à travers le monde. Mais la grande question qu'on se pose est de savoir, est-ce que les artistes congolais ont réalisé de joindre ou d'associer le numérique dans leur épanouissement artistique? Est-ce que l'artiste congolais a réussi à faire corps avec l'univers du numérique pour vendre leur image, pour ne pas dire leurs œuvres artistiques? Pour ce faire, nous recevons pour vous un passionné du numérique, un activiste, consultant formateur en communication digitale, chef de projet numérique. Il est aussi directeur général de Essengo Solutions. Lui, c'est Elwin Gomo. Bonjour Elwin. Bonjour Sissa. C'est un plaisir, hein? Le plaisir est partagé et je suis honoré d'être là. D'accord. Alors, avec toi, il serait question de comprendre un peu, parce que tu es plus ou moins bien assis dans l'univers du numérique. Avec toi, on va essayer d'examiner, est-ce que l'artiste congolais utilise à bon escient le numérique pour son épanouissement artistique? Alors, question de poser les deux corps pour nous mettre dans le temps et dans l'espace, pour comprendre le voyage. Tu vas d'abord nous définir avec des mots simples, pour que mon grand-père qui est au village puisse comprendre. C'est quoi Internet? C'est quoi le numérique? Et c'est quoi l'informatique? Bon, je vais utiliser des mots assez simples pour éviter les concepts techniques. D'accord. Donc, Internet, ça va être ce procédé qui va permettre à tout un chacun de pouvoir communiquer à travers le monde. Vous savez qu'on utilise des ordinateurs. D'accord. Mais pour que ces ordinateurs puissent communiquer entre eux, que je puisse envoyer un mail à quelqu'un et que la personne puisse recevoir, on a donc besoin d'Internet pour faciliter justement cette communication. Donc cette interconnexion. C'est pourquoi on parle aujourd'hui du monde qui est devenu un village planétaire. Mais en réalité, c'est Internet qui rend cela possible. D'accord. Et donc l'informatique, mais ça va être le traitement de l'information en utilisant bien entendu des outils informatiques. Et le numérique, quant à lui, mais ça va être tout bonnement l'utilisation de toutes les technologies informatiques pour pouvoir communiquer. Voilà. Maintenant, est-ce que l'artiste congolais, quand tu regardes, parce que tu côtoies les artistes, quand tu regardes de façon générale, est-ce que les artistes congolais ont réussi à faire corps avec le numérique? Bon, là, je pense que on va les catégoriser en deux. Je pense que d'un côté, nous avons un peu des aînés qui ont fait carrière avec les moyens de leur temps. Et nous avons des plus jeunes aujourd'hui qui émergent. Et eux aussi, ils évoluent avec les moyens de leur temps. Donc, pour les jeunes, l'appropriation du numérique se fait beaucoup plus naturellement parce que ce sont des moyens de leur temps. Et donc, les jeunes, ils arrivent plus ou moins à se servir de ces outils. Ce qui n'est pas forcément le cas pour des aînés. Vous avez par exemple un orchestre comme les Bantous de la capitale qui existe, qui est un orchestre à succès, mais numériquement, l'orchestre représente rien du tout. J'ai vu qu'ils ont une page, mais qui a à peine 16 followers. Je pense que ça pouvait être mieux que ça. Mais vous voyez qu'il y a des jeunes qui arrivent justement quand même plus ou moins à gérer leur présence sur Internet. Bien que on peut avoir des failles ailleurs. Mais en termes d'utilisation, ils optimisent beaucoup mieux que les anciens. Alors, qu'est-ce qu'un artiste? On reste dans le contexte congolais, parce que la Congolais 242, c'est l'exaltation de la culture congolaise dans toute sa diversité. Bon, qu'est-ce que toi, tu reproches de façon générale pour la mauvaise utilisation des artistes congolais sur la toile? Que toi, en tant qu'expert, que tu reproches en fait? Bon, déjà, moi, j'ai l'habitude de dire que c'est l'identité artistique qui définit l'identité marketing d'un artiste. D'accord. L'erreur, c'est de se dire, bon, nous allons directement faire notre promotion sur les plateformes numériques en ignorant que ce n'est sans que des outils de promotion, mais en réalité, tout ce que nous allons diffuser sur ces outils est censé se définir en amont, parce que son identité est liée à son marketing. Parce qu'on peut créer de contenu comme on veut, mais est-ce que les contenus qu'on crée reflètent réellement notre identité? Est-ce que ça reflète réellement notre vision artistique? C'est là où tout le problème se passe en réalité. Alors moi, j'aimerais que tu nous donnes un exemple très simple. Lorsque tu es sur la toile, quand tu vois un post, une publication d'un artiste, ça t'énerve en fait. Ça, c'est quoi par exemple?
Mais c'est peut-être avoir des publications où je dis, bon, par rapport à l'univers de l'artiste, Voilà. je constate que, par exemple, ce post-là ne reflète pas son identité. Ça ne cadre pas peut-être avec sa personnalité, ça ne cadre pas avec la musique peut-être que l'artiste défend au quotidien. C'est peut-être beaucoup plus ça, où ça peut être des images qui sont publiées, mais où on n'a pas pris le soin de bien traiter des images, parce que bon, un artiste, c'est quand même l'image aussi en avant-plan, donc tout doit être soigné. Et donc lorsqu'on fait des choses négligemment, il est clair que bon, ça peut décevoir un peu. D'accord. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup plus dans l'univers du numérique, enfin dans l'univers des artistes, des ambassadeurs de marques et autres. Mais après, c'est mon regard, je peux aussi me tromper. Quand on regarde, on se rend compte que sur la toile, les artistes deviennent comme des agents marketeurs de ces entreprises. Ça parle beaucoup plus des marques qu'ils accompagnent que même de leurs œuvres. Est-ce qu'on peut considérer ça aussi comme une manière de promouvoir leur image? Oui, oui et non. C'est une manière de promouvoir justement leur image, parce que bon, c'est quand même de l'argent additionnel, hein, en plus des prestations qu'ils arrivent à faire. Il faudrait bien que l'artiste puisse avoir des contrats. Sans ces contrats, c'est difficile de faire carrière, surtout dans un environnement qui est le nôtre. Voilà. Donc j'encourage effectivement les artistes à travailler leur image et à bénéficier de toutes ces opportunités-là. Mais dans cette collaboration, il faudrait effectivement privilégier la carrière, c'est-à-dire comment est-ce que la collaboration qu'on peut avoir avec une entreprise peut contribuer à la promotion aussi des œuvres de l'artiste au quotidien, au lieu de se limiter qu'à faire la promotion de l'entreprise. Donc je pense qu'il faut, au-delà de l'aspect peut-être financier, il faudrait que les artistes soient assez stratèges pour voir comment est-ce qu'ils peuvent gagner un peu plus que bon, des retours sur investissement en termes d'argent. Alors, est-ce que Internet égale réseaux sociaux? Non, malheureusement, Internet n'est pas réseaux sociaux. Internet, comme j'ai dit, c'est ce qui va permettre justement à ce que nous puissions utiliser des réseaux sociaux, qu'on puisse interagir. Parce que sans Internet, ça va être difficile justement qu'on communique. Et donc, Internet va faciliter justement cette communication. Donc, mais au-delà des réseaux sociaux, il existe d'autres technologies qui se servent d'Internet pour pouvoir communiquer. Est-ce qu'un artiste est obligé d'être présent sur tous les réseaux sociaux qui existent au monde? Non. L'artiste n'est pas obligé d'être présent sur tous les réseaux sociaux. C'est pourquoi il faudrait à la base, avant même de décider de marquer sa présence sur un réseau social donné, on est censé travailler sur sa stratégie pour nous permettre de voir la pertinence d'être présent sur tel réseau social ou pas, puisque un artiste par rapport à son univers est censé avoir ses cibles. D'accord. Et donc c'est en fonction de ces cibles, l'artiste va devoir choisir si TikTok est un réseau social pertinent pour lui ou pas. Maintenant, quand vous êtes dans un environnement comme le Congo, bien entendu, si vous avez Facebook, qui est le réseau social déjà le plus coté dans le monde, mais aussi au Congo, bon, c'est difficile quand même pour un artiste de ne pas y être. Mais ça ne sert pas d'avoir une présence sur un réseau social qu'on sera incapable d'alimenter. Mais au-delà même de ça, il faut aussi voir les compétences qu'on a autour de soi. Est-ce que on est capable de produire suffisamment du contenu adapté par rapport à ce type de réseau social pour pouvoir vendre au mieux l'image de l'artiste. Maintenant, est-ce que l'artiste est obligé de gérer lui-même ses réseaux sociaux? Cas d'une page Facebook aujourd'hui, par exemple. Normalement, non. Mais c'est souvent la difficulté chez nous. C'est que l'artiste est un peu obligé de tout faire. Et pourquoi? Bon, je pense qu'il y a deux choses. Soit l'artiste n'a pas les moyens pour payer une équipe qui peut se charger de sa communication. D'accord. Mais soit l'artiste peut-être pêche un peu dans son management pour pouvoir bien s'entourer des bonnes personnes qui peuvent croire en lui, qui peuvent croire à son talent.
pour que ces personnes-là leur apportent leur pierre à l'édifice dans le cadre de sa carrière. D'accord. Alors, voilà. Mais toi, Elwin, moi, je te suis un peu sur la toile. Bon, tu organises des masterclass ici et là. Et parfois, tu te plains en disant que, bon, on organise des formations, vous n'êtes pas là et tout. Et qu'est-ce que tu fais personnellement pour essayer un peu d'accompagner les artistes pour utiliser à bon escient les réseaux sociaux? Est-ce que tu as déjà fait une démarche dans ce sens-là? Bon, mais la démarche, c'est déjà organiser des formations, comme vous dites. On essaye d'organiser des masterclass pour partager un peu le peu de connaissances que nous avons sur le digital dans son ensemble, sur le personal branding et tout. Maintenant, si les artistes ne se présentent pas lors de ces masterclass-là, bon, ce n'est pas à nous de faire plus. Étant donné que ces masterclass-là, très souvent, c'est même... l'entrée est même gratuite. On n'exige pas des frais pour ça. Mais bon, nous avons des stars en face qui n'ont pas forcément le temps. Ouais, c'est comme tu as dit, on est en face des stars. Mais est-ce que tu peux pas penser faire une démarche inverse, c'est-à-dire aller vers les artistes, essayer un peu de parler avec eux, les proposer des solutions, une nouvelle manière de travailler, par exemple? Bon, on va continuer de réfléchir sur l'approche qui peut convenir de mieux. Mais sinon, toutes les fois que j'ai des sollicitations dans ce sens, j'ai toujours donné mon accord de principe, j'ai toujours marqué ma disponibilité en accompagnant parfois gracieusement des artistes. Je participe par exemple, ça fait déjà 2 reprises que j'ai animé des masterclass à Slamove. C'est quand même une rencontre des artistes, donc après, bon voilà. Mais comme vous dites, on va essayer de réfléchir sur des démarches que nous avons. Mais après, moi je me dis, lorsqu'on est malade, c'est le malade qui recherche le médecin. Si c'est le médecin qui devient derrière les malades, bon, ça devient un peu plus compliqué. Oui, mais parce qu'après, il y a des artistes qui se disent qu'il a déjà la notoriété, pourquoi il va encore s'emmerder avec le numérique? Il y a ce côté-là. Ouais, ça peut se dire, mais vous savez, c'est comme je suis en train de dire tout à l'heure que c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que les outils numériques, tout le monde peut utiliser les outils numériques, mais ma préoccupation, c'est beaucoup plus stratégique. D'accord. Il faudrait travailler d'abord sur la stratégie de l'artiste. Sinon, ils vont se perdre. Vous savez, quand un artiste ne définit pas son identité, il arrive que l'artiste rencontre le succès en premier. Et le succès peut le faire croire que il est déjà au sommet de son art. S'il n'a pas suffisamment de recul pour se dire « oui, j'ai le succès aujourd'hui, mais comment est-ce que je peux penser carrière au-delà de ce succès qu'il y a là? Comment je réfléchis carrière pour que ce succès demeure dans le temps ?» Mais on va parler de lui pendant 1 année, 2 ans, et l'artiste va se perdre. Moi, je me rappelle, lors de nos échanges au MUSAF, j'avais donné un exemple sur un artiste qui... D'accord, tu peux parce qu'il faut rappeler à nos internautes que tu as été parmi les panélistes lors de la 11e édition du FESPAM, notamment au MUSAF, marché de la musique africaine, où vous avez, avec d'autres panélistes, développé sur comment construire l'image d'un artiste sur les réseaux sociaux. C'est une très belle expo, je suis dans la salle. Et voilà. Oui, effectivement, par exemple, pour ces rencontres-là, bon, je vois que dans la salle, on n'avait pas assez d'artistes qui sont venus participer alors que c'était vraiment un rendez-vous qui les concernait. Mais lors de ce rendez-vous, j'avais donné par exemple l'exemple d'un artiste qu'on a tous apprécié, c'est MC Baba, qui, bon, oui, il a fait du succès, mais là déjà son nom est en train de s'éteindre. Et là, je suis en train de me réfléchir, bon, comment est-ce qu'il va faire pour rebondir? Et en ce temps, je disais déjà que si il peut réfléchir carrière, ce qui serait plus intéressant, par exemple, pour lui, pour faire succès, pour garder son succès dans le temps, c'est d'apprendre la langue des signes. Il apprenait la langue des signes et il pouvait continuer à faire de la musique, mais en faisant une musique avec la langue des signes. Et lors des clips, mais on pouvait faire défiler des messages d'interprétation en français et en anglais. Vous imaginez, il devrait être le premier artiste au monde à chanter avec des langues des signes. Ça devrait être très intéressant. Il n'est pas trop tard alors. Donc j'espère
qui va suivre cette émission et il saura rebondir avec ça. D'accord. Alors, Elouid Gomo, loin de faire la polémique, nous, on te prend, on va pas le cacher, tu es un expert dans la communication digitale, parmi les jeunes qui se démarquent en terre congolaise. Maintenant, quand tu regardes, s'il faudrait que tu nous donnes au moins le nom de 3 artistes congolais, quand tu regardes leur communication digitale, c'est propre, ça fait rêver, c'est limpide. Ça serait qui, par exemple? Les 3 noms. Ça va être difficile. Charité oblige. Voilà. Maruska, la slameuse. Qui est en première position selon Elwin. Voilà. Bon, après, il y a le vieux Roga qui a compris. Je pense qu'avant, il ne comprenait pas encore comment est-ce que les choses fonctionnaient. Mais maintenant, je pense qu'il a compris. Et le fait qu'il soit sur Internet, ça a dû contribuer énormément aussi dans le succès, par exemple, de Bokoko. Et aujourd'hui, il arrive à avoir beaucoup de followers, ce qui est une très bonne chose. C'est l'article le plus suivi sur Facebook au Congo. Effectivement. Donc en dehors de lui, bon, écoutez, un troisième nom. Un troisième nom, je peux prendre qui Du côté de la musique urbaine, par exemple. Du côté des dames. Je trouve que Pattern Maestro aussi, quand même, il arrive à bien gérer sa com quand même, avec le succès qu'il arrive à engranger. Je pense qu'il s'en sort pas mal. Alors, quelque part, tu as dit que Internet n'est pas égal aux réseaux sociaux. Et on comprend par là que les réseaux sociaux, c'est juste une partie de l'Internet. Et quand on regarde aussi l'univers des artistes, ou l'univers de l'art au Congo, pratiquement pas aucun artiste, ils sont peu qui ont un portail web. C'est quoi le problème? C'est ça aussi. Parce que en fait, c'est vrai qu'on peut avoir 1 million d'abonnés sur Facebook. Ouais. Bon, si la page est piratée, s'il y a un souci technique, bon voilà, on perd un peu tout. Mais je me demande, est-ce que les artistes ne sont pas informés, ou encore ça les intéresse pas, ou encore ils ne connaissent pas la portée d'avoir un portail web. Je sais pas. C'est toi qui traînes avec eux. C'est pourquoi déjà on participe à ces genres de missions pour essayer de faire un peu de la pédagogie. D'accord. Leur faire comprendre que quand on se limite juste au niveau des réseaux sociaux. Pour donner une image à ça, on est simplement locataire. Et quand on peut avoir un peu son portail web, mais on est propriétaire. Donc la question est de se demander, est-ce qu'on veut rester indéfiniment locataire, ou à un moment donné, on va se dire, bon, on va être quand même propriétaire aussi. D'accord. Soit on est propriétaire, mais on loue quand même. Donc ça aussi, c'est grave. Donc je pense que... Est-ce que, en français facile, oui. En français facile, tu peux nous faire un peu la différence, même sur 2 points. Un artiste qui a un portail web, site internet, et un artiste qui évolue sur les réseaux comme Facebook. Ça peut être quoi la différence, par exemple, même sur 2 points? Oui, la différence, c'est déjà la crédibilité de l'artiste. D'accord. Parce que quand on a un site web personnel, ça crédibilise un peu plus que d'avoir une simple page Facebook que tout le monde peut se targuer d'avoir. D'accord. Mais un site web, on peut dire, bon, il y a eu de l'investissement. Donc ça veut dire que la personne prend plus ou moins au sérieux quand même sa carrière. Et au-delà de ça, mais on peut retrouver facilement l'ensemble des informations de l'artiste. Parce que bon, sur une page Facebook, c'est des publications. C'est un fourre-tout en fait. C'est un fourre-tout. Et c'est difficile de remonter le temps. Mais sur un site web, nous avons des informations qui sont beaucoup plus concentrées et beaucoup plus raffinées, beaucoup plus purifiées. Je pense que ça vend mieux l'artiste que voilà. En réalité, si on veut mettre en place une vraie stratégie de marketing digital, il faut à la base avoir un site web. D'accord. Et des réseaux sociaux ne sont que des plateformes en fait. De relais. D'accord. Pour promouvoir les actions qui se font sur le site web. Mais bon, chez nous, les artistes ont fait des réseaux sociaux leur principale plateforme. Ce qui peut voilà, causer des problèmes en cas de piratage, effectivement, parce qu'il y a eu des artistes qui ont perdu leur page, par exemple. Et lorsque vous perdez votre page, vous perdez tout le contenu. Or, si vous avez votre site web, mais le contenu restera. D'accord. Le numérique, c'est aussi, comme je dis au départ, la création, la diffusion, on va dire la vente des œuvres. Et comment tu apprécies la vente des œuvres artistiques au Congo? On est mature, on a encore des bébés ou encore du travail à faire?
Bon, la jeune génération arrive un peu, tout petit peu, justement, à comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Comme j'ai dit, évolue avec les moyens de leur temps. Je pense qu'ils ont beaucoup plus de facilité à pouvoir comprendre. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde. Il y a toujours des artistes aussi où c'est compliqué pour eux de connaître des plateformes de vente en ligne de leur musique. Mais le numérique, c'est pas encore vraiment ancré. Nous sommes à peine au Congo 1,5 million utilisateurs d'Internet, ce qui ne représente pas un grand marché. Et dans les 1,5 million internautes que nous avons, ce n'est pas tout le monde qui utilise ces genres de plateformes. Donc en termes de streaming, ça va être beaucoup plus compliqué pour des artistes congolais. S'il faudrait compter que sur le marché local, ça va être beaucoup plus difficile pour eux de pouvoir mieux se vendre. Je pense que les artistes devraient avoir beaucoup plus une vision internationale que locale, parce qu'il faut prendre le peu des Congolais qui streament un peu avec l'extérieur pour que ça puisse compenser les faiblesses de la maturité numérique au niveau local. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'avec la montée exponentielle du numérique, ça rend la notoriété facile? Je pense oui, parce que je pense qu'à l'époque des Bantous de la capitale, le succès était beaucoup plus difficile quand même. Parce qu'aujourd'hui, des fois, je suis surpris de voir comment est-ce que les jeunes artistes arrivent à remplir des salles. Mais quand on me dit le nom, je me dis, mais je connais pas cet artiste. Mais comment il fait à remplir des foules comme ça? Vous voyez que c'est des artistes où forcément, peut-être que le sang n'est pas arrivé chez tout le monde, mais il a son fanbase, il a des gens qui le suivent. Et voilà, à n'importe quel moment, quand il communique sur un concert, il y a des gens qui sont prêts à le suivre. Alors, mais certaines voix disent aussi que le numérique, dans toute sa splendeur, on va dire comme ça, dans toutes ses composantes, a dénaturé un peu la quintessence, la consistance de l'œuvre artistique. Il y a beaucoup de légèreté aujourd'hui de notre époque. On sent qu'il n'y a pas de la pertinence à cause du numérique. Bon, je pense que ça c'est un regard de génération. D'accord. Ça va être un débat interminable. D'accord. Mais qu'on le veuille ou pas, le changement est irréversible. On ne peut pas empêcher le changement d'arriver. On va résister comme on pourra, mais le changement va forcément arriver. On est appelé à naître, grandir. Et ça, c'est l'état normal des choses. Donc, je pense que nos vieux, ils ont eu leur temps. Il y a eu des choses qui se passaient en leur temps, que les gens aimaient, que les gens n'ont pas aimé. Il y a des sons, parfois à l'époque, qui ont fait du succès, mais dont je ne suis pas forcément fan. Voilà. Mais ça n'empêchait pas que les gens puissent aimer et en aimer. Oui, parce il y a des thématiques qui ont été abordées à l'époque. D'accord. Où aujourd'hui, quand tu écoutes, tu dis, bon, c'était quand même un peu déplacé. Oui, mais le problème, c'est que les artistes, ils s'inspirent à 8 h du matin, ils rentrent au studio à 9 h, ils sortent le titre à 10 h, ils font les clips à 12 h, c'est en ligne à 14 h. Ouais, c'est peut-être là où on peut reprocher un peu parfois les générations actuelles, c'est la génération de la vitesse. Où bon, les vieux, ils étaient beaucoup plus sérieux quand même, prenaient beaucoup plus de temps, avaient un peu beaucoup plus de maturité. Bon, aujourd'hui, on est beaucoup plus derrière le succès et on veut faire des choses vite fait. Voilà, mais après, on va pas mélanger tout le monde. Il y a des jeunes qui se démarquent assez bien et qui défendent très bien leur carrière. Pour finir cette partie, Elouine Gomo, expert en communication digitale, consultant formateur en numérique, pour ou contre, le cas de la musique, de faire des enregistrements live ou de la musique assistée par ordinateur, c'est-à-dire la programmation. Bon, là, on ne va pas arrêter la technologie. D'accord. On va privilégier les techniques traditionnelles pour garder l'authenticité, ça va être bien. Mais après, si la technologie peut nous permettre de pouvoir apporter un petit plus, je ne pense pas que bon,
C'est un problème en tant que tel. D'accord. Merci Elwin Gomo. Tu vas me permettre de saluer M. Alexandre Bécher, directeur général de PFACO Hotel Maya Maya, qui ne cesse de nous soutenir, qui nous donne de l'espace pour tourner nos web émissions à PFACO Hotel Maya Maya. Comme j'aime le dire, PFACO Hotel Maya Maya se retrouve juste à 30 secondes de l'aéroport international Maya Maya. Elwin Gomo, comme je dis tantôt, la montée exponentielle du numérique a créé, a bouleversé les habitudes. Aujourd'hui, on parle des médias en ligne. Et tu es un grand consommateur de contenu sur Internet. Alors, ton regard par rapport à la naissance, on peut dire, incontrôlée des médias en ligne au Congo? C'est cela le changement. Aujourd'hui, il faudrait considérer les médias en ligne comme un nouveau média. En réalité, Internet est devenu un nouvel canal de communication, au même titre que la radio, la télé et la presse écrite, par exemple. Et il faut considérer que c'est une révolution. C'est déjà le cas pour des pays développés, pour des pays qui sont déjà très très avancés. Nous, on était en train de traîner encore un peu les pas, mais il y a beaucoup de jeunes qui ont pris le devant de la scène et qui ont commencé déjà à utiliser des outils numériques pour pouvoir diffuser de l'information. Bon, peut-être que tout le monde ne travaillait pas de façon professionnelle, parce qu'on va dire que ce n'est pas aussi toutes les personnes qui animent ces plateformes-là qui sont des journalistes à la base. Il y a des gens qui se sont improvisés journalistes, qui se sont improvisés, voilà. Mais on constate qu'il y a quand même une avancée aujourd'hui. Et nous, dans le cadre de ma casquette de event manager de la plateforme Boost, je me rappelle que nous avons mené beaucoup d'actions. Déjà dans le cadre de la valorisation des médias en ligne, où nous avons rencontré tour à tour le ministre des médias et de la communication et le président du Conseil de la liberté de communication, Philippe Vaux, pour essayer d'échanger sur comment est-ce qu'on pouvait reconsidérer la valorisation de ces médias. Et je pense qu'aujourd'hui, même s'il n'y a pas de texte spécifique qui en parle de façon directe, mais je pense que la considération, le regard a un tout petit peu changé, puisqu'on en parle de plus en plus. Et on constate aussi qu'il y a un peu, on les implique de plus en plus dans des activités. Ça veut dire qu'il y a déjà une avancée dans ce sens-là. Est-ce que un artiste qui est plus ou moins bien suivi sur les réseaux sociaux est obligé de collaborer avec un média en ligne? Non, pas forcément. Pas forcément. Mais ça reste un média. Donc, peut-être que en s'exprimant soi-même, le message peut-être ne passera pas de la même manière que si un média communiquait à ta place. C'est toujours intéressant en fait de voir qu'il y a d'autres personnes qui parlent de nous au lieu de faire de l'autopromotion. Mais si on gère très bien sa communication, moi je pense que si on a de la notoriété, mais son actualité ne passera pas inaperçue. Il faut peut-être aussi amener les médias à parler de nous sans peut-être les obliger à le faire. D'accord. Maintenant, comme je dis tantôt, hein, spécialiste en communication digitale, mais comment apprécies-tu la qualité des contenus diffusés par les médias en ligne congolais? On reste dans le cadre de la culture. Bon, la qualité, c'est beaucoup plus problématique que ça, parce que bon, chez nous, quand on parle médias en ligne, bon, on a tendance à prendre un peu tout le monde. D'accord. Il suffit pas d'avoir une page Facebook et vous diffusez des contenus, on va vous appeler média. D'accord. Hein? Demain, si Facebook a un couac, votre média n'existe plus. Voilà. Donc là, déjà, il faut, bon, je trouve que c'est un peu, c'est avec beaucoup de pincement que j'accepte des mots médias en ligne. Il faut vraiment qu'on arrive à mettre de l'ordre là-dessus. Et c'est un peu les actions qu'on essaie on a vraiment essayé de mener avec la plateforme Boost, en organisant des formations, mais aussi, je pense qu'on a même organisé une cartographie, je me rappelle, un recensement des médias en ligne, et ça nous a permis aussi d'identifier des réels besoins. Vous avez par exemple des médias qui ont encore des problèmes, par exemple, à définir leur ligne éditoriale.
D'accord. Bon, déjà, on peut pas dire que c'est un média si vous avez encore des problèmes sur ces aspects-là. Donc l'idée en organisant, par exemple, ce recensement, c'était de se faire une idée sur les forces et les faiblesses de chacun et voir quelles sont les formations qu'on pouvait proposer dans le cadre de l'accompagnement de leur professionnalisation. Et leur faire comprendre qu'une page Facebook ne suffit pas pour être appelé média. Il faut avoir sa propre plateforme web où on peut effectivement s'affirmer comme média. Ça va être votre propriété, c'est cela votre chaîne. Et si vous allez utiliser des réseaux sociaux, mais ça va être juste des plateformes de relais. D'accord. Et heureusement pour nous que nous avons la Congolaise 242. Ce n'est pas pour vous flatter, mais je trouve que voilà, vous faites un travail remarquable. Et toutes les fois qu'on a l'occasion de le dire, il faut le dire tout. Voilà. D'accord. Alors moi, je reviens encore sur la qualité de contenu. De façon générale, le travail que nous faisons, entre griffes, les médias en ligne, quel est ton regard par rapport à ça? Est-ce que ça va? Ouais, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que c'est un fourre-tout. Donc, dans ce fourre-tout-là, il faut essayer de voir, qui essaye un tout petit peu. Donc, dans ce fourre-tout, il y a de ceux-là qui essaient de bien défendre leur travail. Mais après, il y en a d'autres qui sont simplement dans la polémique. Congolaise 242, quels sont les médias que tu suis souvent quand tu as une actualité culturelle? Tu dis bon, je vais quand même aller sur telle plateforme, je sais que j'aurai l'information. À ma connaissance, en tout cas, personnellement, je ne connais pas de médias en ligne au Congo, en tout cas qui travaillent sur la culture, qui est aussi structurée que la Congolaise 242, qui a un site web, qui a des pages et tout. Je ne connais pas. La plupart des médias que qui parlent culture, c'est des médias qui ont une page Facebook. C'est ça qu'on appelle médias en ligne chez nous. Bon, ils ont le succès qu'ils ont, je ne suis pas contre, mais en tout cas, j'ai du mal à les accepter comme médias quand même. D'accord. Alors, penses-tu qu'un média en ligne, même dans ce fourre-tout-là, peut influencer positivement le rayonnement de la culture congolaise? Je pense que ça se fait déjà. D'accord. Bon, peut-être aussi, je ne vais peut-être pas aussi les condamner parce que chez nous, on consomme beaucoup plus Facebook. Donc peut-être que c'est le fait que les Congolais ils consomment plus Facebook qu'ils pensent que en se limitant là, ça peut déjà faire l'affaire. Mais sauf que ça ne les arrange pas eux en tant que médias. Donc si ça peut les aider dans leur vision stratégique de voir comment est-ce qu'ils peuvent ajouter des éléments, ça va être une très très bonne chose. Mais je pense qu'ils contribuent déjà dans le cadre de la promotion des artistes puisque leurs pages sont assez suivies et donc ça nous permet de s'informer au quotidien sur l'actualité des artistes et tout ça. Donc moi je les encourage, mais plutôt leur dire de ne pas se limiter là, de se considérer effectivement comme étant un média. Et un média, il y a des principes qui vont avec. Il y a une déontologie à respecter. L'éthique. Et donc il y a l'éthique qui est là. Et donc si on veut s'affirmer comme média, mais il faudrait déjà commencer par respecter voilà, c'est cette ligne-là. Louis Gomo, médias en ligne, est-ce que ce secteur peut être considéré aussi comme une niche d'emploi? Bien sûr que oui. Mais au Congo, vous avez combien... Attends, mais comment on va espérer gagner de l'argent en ayant un média en ligne? Bon, tu peux donner des exemples hein, voilà, c'est là aussi la pertinence d'avoir son site web revient. D'accord. Parce que avec Facebook, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui Facebook permet de monétiser, mais malheureusement le Congo est mal barré. Donc au niveau du Congo, nous n'avons pas encore, Facebook ne monnaie pas encore. Donc, mais au moins avoir son site web, on peut gagner de l'argent à travers la publicité. Il faut oublier les YouTube, il faut oublier les Facebook parce que bon, c'est vrai que le succès, la notoriété, on va l'avoir. Mais la monétisation, c'est beaucoup plus complexe. Mais il y a aussi des possibilités de contournement. On peut contourner en créant des plateformes à l'extérieur et voir comment est-ce qu'on peut monétiser depuis là-bas et gagner de l'argent ici. Mais ça, il faut déjà avoir une vision stratégique. Au-delà de l'aspect monétisation des plateformes, comment est-ce qu'un média en ligne peut vivre? Celui qui a sa média en ligne comme dans sa poche, il fait comment pour vivre?
Mais on vit comme tout média, on fait de la promotion et pour des gens justement qui... Si c'est le média lui-même qui va aller couvrir, bon, un média peut se sacrifier parce que c'est son initiative. Mais quand c'est une consultation, parce que on a jugé que le média fait un travail de qualité et que on peut profiter donc de la notoriété de ce média-là, il faut payer. Il faut payer et ça permet effectivement... D'accord, mais dans le cadre culturel, je sais que les hommes politiques, facilement, ils peuvent payer. Mais après, je le dis par expérience, les artistes ont du mal à décaisser de l'argent pour payer un média en ligne. Je dis, bon, moi, j'ai 1 million d'abonnés sur Facebook, la Congolaise a 2 abonnés, pourquoi je le paye? Mais ouais, mais c'est là où on n'a peut-être pas compris le rôle que peut jouer un média. Je disais tout à l'heure que c'est toujours intéressant, lorsque c'est un média qui parle de toi, que d'être soi-même... voilà, à l'affût de sa propre communication. C'est beaucoup plus valorisant de voir un média parler de vous. Et donc, on ne paye pas forcément parce que le média a plus de notoriété, mais on paye plutôt parce qu'on pense que lorsque un média parle de vous, c'est beaucoup plus crédible. Voilà, c'est beaucoup plus valorisant. Louis Gaumont, je sais qu'une fois de plus, tu consommes beaucoup de l'information, tu interagis beaucoup sur Facebook, je vois les débats les batailles que tu livres sur Internet, donc sur plusieurs thématiques. Alors, ma préoccupation est la suivante. Le journaliste congolais qui est dans le journalisme classique, télé, radio, presse écrite, et qui peut-être n'a pas encore migré vers le numérique, est-ce qu'il peut être compétitif ? Ça devient de plus en plus compliqué lorsque on ne prend pas la peine d'actualiser ses compétences. D'accord. Bon, après, les expériences que nous avons eues avec la plateforme Boost, avec nos 2 éditions de e-journalisme, nous ont permis aussi de se faire une petite idée sur votre monde à vous, comment est-ce que ça évolue et tout. Bon, on constate que les journalistes ont souvent du mal à venir participer à des formations. Parce que bon, ils sont très souvent occupés avec des reportages, avec ceci. Et donc, la seule manière peut-être de les avoir, c'est lorsque peut-être une formation est subventionnée. Mais il faut, parce que on ne peut plus faire sans Internet. On va dire tout ce qu'on dira. Même les médias traditionnels aujourd'hui sont obligés à migrer. Et on est très contents tous de voir, par exemple, Télé Congo qui est en train de faire des directs sur Facebook. De faire des directs sur Facebook. C'est une très bonne chose. On le disait depuis déjà. On a eu à mener déjà des démarches dans ce sens. Moi-même, quand j'avais rencontré le ministre, je le lui ai dit. Pourquoi Télé Congo ne diffuse pas sur Internet? Mais il ne suffit pas de marquer notre présence sur ces outils. Il faut comprendre les codes. Comment est-ce que ces outils fonctionnent pour les utiliser à bon escient, pour mieux optimiser. Sinon, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de journalistes qui aujourd'hui ont un site web, ils écrivent des articles, mais ils écrivent de la même manière comme s'ils écrivaient sur... Donc, on prend de la presse écrite qu'on transpose sur le numérique. Alors que le numérique a ses codes. C'est un autre univers, il y a des compétences qu'il faut acquérir. Donc, il faut apprendre, par exemple, comment est-ce qu'on fait de la rédaction web. Et si les gens ne veulent pas apprendre, mais écoutez, ça va être difficile. Quel est le conseil que tu pourrais donner à un artiste qui veut communiquer entre les médias traditionnels, classiques, et Internet, on va dire les médias en ligne? Qu'est-ce qui serait mieux pour l'artiste? Bon, je ne pense pas qu'on parlera en termes de mieux ou de pas mieux, mais ça va dépendre des objectifs déjà qu'on a soi-même en tant qu'artiste. Parce que, bon, nous avons des médias traditionnels qui sont toujours suivis, mais où c'est un peu difficile d'avoir des métriques, c'est-à-dire de mesurer les personnes qui nous ont suivis. C'est beaucoup plus difficile d'avoir une analyse sur des chiffres du retour sur investissement, ce qui n'est pas le cas sur le numérique où tout est chiffré, on peut avoir des statistiques sur toutes les actions qu'on mène. Et le numérique aujourd'hui offre plus de possibilités, surtout en termes de budget. On peut dépenser beaucoup plus moins cher. Et n'oublions pas que la jeune génération, c'est beaucoup plus
les jeunes qui les suivent. Et donc les jeunes, ils sont sur Internet, beaucoup plus sur Internet que devant un écran de télé ou devant la radio. Et donc s'il faut voir tous ces paramètres, c'est en fonction de ça qu'on va se dire, mais on va choisir les médias traditionnels et pas les médias en ligne, ou les médias en ligne et pas les médias traditionnels. Mais si on a la possibilité de tout utiliser, c'est toujours une très très bonne chose. Nous tournons vers la fin de notre émission. Je sais que tu es parmi ces jeunes Congolais qui se battent pour donner une bonne formation aux journalistes, la reconnaissance des médias en ligne et autres. Est-ce qu'on peut rêver, parce que les médias en ligne, entre griffes, c'est encore de l'informel au Congo en fait. Ce n'est pas encore reconnu officiellement. Est-ce qu'on peut rêver demain une reconnaissance des médias en ligne? On pourra attendre à peu près quand? 10 ans, 2 ans, 4 ans? Et s'il faudrait les reconnaître, ça peut être quoi comme critère? Toi, en tant qu'expert, s'il faudrait que je puisse faire des propositions, ça serait quoi? Oui, inéluctablement, ça va arriver. Et ça va d'ailleurs s'imposer. La considération déjà a changé. Donc c'est déjà une très bonne chose pour des acteurs qui opèrent au niveau des médias en ligne. Bon, je pense que en termes de critères, ce n'est pas à Elwin de le définir. Je pense que bon, sur le plan technique, nous avons des organes pour ça. Nous, on ne peut qu'apporter des idées, parce que après moi, je suis pas journaliste à la base. Non, en fait, je vais repréciser. C'est-à-dire, si je dis les critères sur l'aspect technique, oui, effectivement, l'univers du numérique, effectivement, quels peuvent être les critères qu'Elwin pourrait proposer, par exemple? Effectivement. Pour moi, le principal outil qu'un média doit avoir, un média en ligne doit avoir, c'est le site web. C'est le principal outil qu'un média en ligne doit avoir. Pour moi, quand on n'a pas de site web, on ne peut pas parler de média en ligne. Et lorsque nous avons son site web, nous pouvons maintenant travailler sur des extensions. On va choisir, bon, au-delà du site web que nous avons, mais on va marquer notre présence sur Facebook, on va marquer notre présence sur YouTube. Donc, il faut avoir d'abord l'outil de base qui est son site web, et autour de ce site web-là va se greffer mais tous les autres outils qui vont contribuer à la promotion du média. Voilà. D'accord. Merci Elwin Gomo. On va aborder le dernier chapitre de notre web émission qui est le Congolais, pour ne pas dire l'administration congolaise face au numérique. Ton regard. Est-ce que, de façon générale, hein, l'administration congolaise est en phase avec les enjeux du numérique au Congo? Bon, non, malheureusement, c'est encore beaucoup de défis. Et je pense que la bonne nouvelle, parce que on a écouté récemment que il y a le projet Paten qui est au point déjà, qui a reçu un financement de plus de 100 000 $ pour travailler sur la partie digitalisation des services publics, mais aussi continuer à faire de sorte que les populations congolaises soient de plus en plus connectées à Internet. Et donc, tout ce que nous pouvons souhaiter, que les Congolais puissent avoir la possibilité d'utiliser les services numériques. Je pense que le président avait donné déjà des signaux dans son programme. Maintenant, l'ambition, il faut l'avoir, il faut porter cette ambition-là. Peut-être que c'est les fonds qui nous manquaient pour qu'on arrive à voir des actions tangibles sur le terrain. Bon, maintenant que les fonds sont là, on attend voir d'ici la fin de l'année 2024 ce que ça va donner. Est-ce que les Congolais, ils pourront voir au moins des bribes de cette digitalisation-là? Nous sommes impatients, c'est ce que nous souhaitons. Ils arrivent qu'on est assez critiques, mais c'est simplement parce que nous voulons que les choses s'améliorent. Il n'est pas question que ce que les autres, ils arrivent à faire avec beaucoup de facilité, que chez nous, ça soit des sujets assez complexes, alors que c'est pas forcément les compétences qui manquent. Les compétences, nous les avons. Maintenant, c'est à l'État de voir comment est-ce qu'on peut valoriser ces compétences-là pour que ça puisse les aider à atteindre leurs objectifs. Donc, pour l'instant, je reste optimiste. Alors, Elwin Gomo, ne penses-tu pas que la digitalisation des services publics risque d'entraîner du chômage? Non, ça ne va pas entraîner le chômage. C'est pourquoi d'ailleurs de commencer par former les cadres des administrations publiques. Il faut les former, ne fût-ce qu'à l'utilisation de l'outil informatique.
ça va beaucoup les aider pour que quand la digitalisation va arriver, mais on va pas avoir des résistances au changement. Parce qu'on ne peut plus continuer à travailler dans les conditions que nous travaillons. Il faut qu'on optimise. Donne-nous un exemple d'un service qu'on peut digitaliser et qui va accélérer les démarches administratives, par exemple. Prends un exemple. Je vous donne un exemple pour le passeport. D'accord. Nous savons tous que c'est très compliqué, les histoires de passeport et tout. Imaginez que vous avez une plateforme en ligne où vous pouvez vous enregistrer et ça vous permet de suivre l'évolution de votre dossier jusqu'au jour de votre rendez-vous où vous pouvez poser vos empreintes. Donc, quand vous partez, vous savez que vous avez rendez-vous à la préfecture à 8 heures. Donc, vous arrivez, vous posez vos empreintes sans tracas. Et quand vous finissez, vous rentrez chez vous. Vous attendez, vous continuez de suivre jusqu'à ce que votre passeport va sortir. Vous recevez une notification qui vous dit, monsieur, vous pouvez passer, récupérer votre passeport. N'est-ce pas intéressant? C'est intéressant. Voilà. Mais ce circuit-là ne va Donc, pas... s'il te plaît. Mais ce circuit-là ne va pas éjecter certaines personnes. Mais, écoutez, c'est ça. Quand, derrière ces outils-là, il y a un travail. Parce qu'il faut suivre les outils. Il y a un travail. Ça veut dire que les gens qui suivent l'évolution de la démarche, mais c'est la même. Ce qu'on oublie souvent de dire aux gens, c'est que ce qui n'existe pas physiquement ne peut pas exister numériquement. Il s'agit de numériser des process qui existent déjà physiquement. Maintenant, si il y avait, par exemple, physiquement, si on avait 10 personnes qui intervenaient pour faire de sorte que nous puissions avoir un passeport, mais peut-être quand on va numériser, on aura peut-être besoin de 5 personnes. Ce qui fait que les 5 personnes qui vont rester, mais on va les affecter vers d'autres choses pour optimiser aussi les services de l'État. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Moi, il y a par exemple quelque chose que je n'ai jamais compris. L'université Marien Ngouabi est parmi les rares universités au monde qui ne donne pas la possibilité à des bacheliers de prendre une inscription en ligne. C'est pas croyable. Et j'ai vu, je pense, c'est la faculté des sciences économiques qui a initié, par exemple, ces services, en fait, la possibilité de prendre une prescription en ligne, ce qui est une bonne chose, mais tu vois que ça force un peu sur le plan stratégique. Et c'est là où souvent je suis dérangé. On ne peut pas vouloir digitaliser l'université Marien Ngouabi en initiant des actions de façon isolée. Il faut penser digitalisation de l'université de façon globale. Vous savez, l'université a combien de facultés? L'université a combien d'écoles? Vous avez un portail qui rassemble les données de toutes les facultés, rassemble les données de toutes les écoles. Et en fonction de ça, un étudiant qui arrive, mais s'il va aller à la faculté de lettres, il sait où il va aller, il peut prendre son inscription. Et ce qui est pire, c'est que j'ai essayé de jeter un coup d'œil sur la plateforme qui a été développée. On ne donne même pas la possibilité à un étudiant de créer son compte. Donc, toutes les données des personnes qui s'enregistrent, les personnes ont la possibilité de les voir. Ce qui cause un gros souci en termes de données personnelles, de protection de données personnelles. Et ça, si vous ne travaillez pas avec des professionnels, des gens qui sont vraiment dans le métier, des gens qui maîtrisent, mais on va toujours se heurter à des soucis comme ça et ça va être un éternel recommencement. Mais en réalité, tout ce que nous voulons, c'est que les choses se fassent beaucoup plus proprement. Et si les choses peuvent se passer proprement, mais nous serons tous très 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 contents de l'évolution des choses. Nos commissariats ne sont pas numérisés. Alors que si, par exemple, un commissariat est numérisé, lorsqu'on arrête une personne, mais la personne est enregistrée, tous les commissariats seront informés que telle personne avait fait la prison là-bas. Et quand tu arrives ici, quand on affiche ton nom, il y a des données en fait. Il y a tes données. On sait que tu as déjà fait la prison 2 fois. C'est-à-dire les commissariats sont interconnectés en fait. Ils sont interconnectés. D'accord. Ça n'existe pas chez nous. Mais c'est des choses qu'on peut faire. Mais chez nous, on a l'impression que tout est compliqué. D'accord, mais moi j'aime des choses beaucoup plus concrètes. Alors, le cas de la corruption, comment on peut arrêter ça? Avec un exemple palpable. Avec un exemple palpable. Voilà. Comment est-ce qu'on peut arrêter la corruption? Prenons le cas des casiers judiciaires. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais on numérise simplement le process. Si tu as besoin de ton casier judiciaire, mais tu t'enregistres en ligne. Ce qui est encore plus intéressant, que nous avons des moyens de paiement en ligne. Où nous pouvons payer les services en ligne aujourd'hui.
avec rien que son téléphone. Vous voyez? Donc c'est extraordinaire. Ce sont des choses que nous pouvons faire. Et ça va empêcher justement à des gens qui se lancent dans ces genres de pratiques et ils vont aller chercher l'emploi ailleurs. Alors, Louis Gomo, c'est vraiment un plaisir de t'écouter parler. Tu vois un peu, on a développé 3 thèmes dans une émission. Certainement, les prochaines émissions, on va te recevoir pour une thématique bien précise. Alors, la Congolaise 242, c'est la dernière émission de l'année 2023. On a voulu sortir un peu de l'art, prendre un peu les TIC, parce que la Congolaise 242, au-delà de l'art, on force la promotion des TIC, de la gastronomie, de l'entrepreneuriat. Et le 31 janvier 2024, on fêtera 10 ans d'existence. Bon, on fêtera peut-être la fête au courant de l'année, mais la date exacte, c'est le 31 janvier 2024. Alors, si tu auras un mot, un conseil, un constat à faire à ces jeunes-là qui, depuis 10 ans, sont derrière les machines pour travailler, pour promouvoir par passion, ils n'y gagnent pratiquement rien, mais bon, on le fait par passion, pour promouvoir la culture congolaise, pour parler de ceux qui font briller le Congo, pour exalter le Congo dans toute sa diversité, ça serait quoi? Mais écoutez, déjà, c'est un plaisir d'être peut-être le dernier invité de l'année 2023, voilà, de toute cette série d'émissions que vous avez eu à enregistrer tout au long de l'année. Et je suis beaucoup plus honoré que décembre, c'est mon mois de naissance. Oui. Et donc, ça vient, pour moi, c'est aussi un cadeau d'anniversaire que vous m'offrez, de faire cette émission avec vous. C'est qui se marie très bien avec les 10 ans d'existence de la Congolaise 242. Nous sommes témoins de tout le travail que vous êtes en train de réaliser. Peut-être qu'au début, on ne vous remarquait pas trop, mais je pense que je suivais déjà à l'époque. Mais aujourd'hui, votre travail devient de plus en plus visible. Et toutes les personnes qui ont la chance ou la malchance de vous suivre ne font que constater le sérieux que vous êtes en train de dégager au quotidien. Pour moi, les sacrifices que vous êtes en train d'engranger, c'est énorme. Et moi, j'ai l'habitude de dire que le Congo vous sera reconnaissant. On l'espère bien. Le Congo vous sera reconnaissant. Peut-être pas dans une année, peut-être pas dans 2 ans, mais je suis persuadé que les contenus que vous êtes en train de créer, c'est une richesse énorme et ça va forcément porter des fruits dans 2 ans, dans 3 ans, je ne sais pas. Je suis sûr d'une chose, c'est que quand on fait un travail avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'abnégation, c'est difficile que ça ne porte pas des fruits après. Donc, bon courage à vous. Continuez de travailler comme vous le faites aussi, vous le faites si bien déjà. Et tout ce que je peux souhaiter, c'est beaucoup plus d'innovation encore. Et je suis serein. Je sais que vous êtes très passionné. Et vous partagez cette passion avec moi. Et je pense que non, je reste positif pour l'avenir. Toutes les fois qu'on aura la possibilité de contribuer d'une manière ou d'une autre, on le fera. D'accord. Et Louis Gomo, tu vas me permettre de saluer l'équipe qui m'accompagne pour réaliser cette émission. Je vois comme ça Vitia Koutia, qui est notre responsable des publications, qui gère ses caméras. Il y a la réalisation portée par Christelle Demarie, qui aussi a fêté son anniversaire en décembre. La Congolaise 242, c'est une équipe jeune, dynamique et professionnelle qui a choisi de mettre sa passion au service de la culture congolaise. Et Louis Gomo, je peux pas quitter, on peut pas se séparer en fait, sans que je te pose cette question. Enfin, beaucoup de gens, dans les coulisses, on écoute les gens parler, dire des choses et tout. Ton dévouement dans le numérique, ton combat, tu partis dans les masterclass à gauche et à droite. Est-ce que tu ne rêves pas demain être ministre du secteur du numérique? Ou encore, Louis Gomo rêve une carrière politique, il veut sortir par le numérique? Bon, je ne pense pas. Moi, j'ai toujours pensé que les technocrates doivent être sur le terrain. Parce que pour moi, les ministères, c'est un peu comme un garage. Il faut que les gens qui ont du talent, des gens qui ont du potentiel, soient sur le terrain. On doit peut-être plutôt les offrir juste des opportunités pour leur permettre de mieux s'exprimer
de mieux exprimer leurs talents, mais ça ne sert pas forcément de les voir en politique. Mais bon, on ne refuse pas les postes, non? D'accord. Donc, si, donc ça veut dire que si un jour, Elwin, ça veut dire que non, on nous suit, on ne sait jamais, on nous si suit. un jour ça arrive, on ne dira pas non. Voilà. Donc moi je préfère reformuler ma question. Ça veut dire que si tu as une proposition à la primature, je sais pas, à la présidence de la République, dans un ministère quelconque, d'accompagner un ministre dans ton domaine de prédilection. Ce qui est vrai, c'est que je me sens assez bien dans ma casquette de consultant, dans ma casquette d'acteur numérique. Effectivement, ce que nous voulons, c'est apporter notre contribution dans le cadre du développement du numérique dans notre pays. Et si des services peuvent être sollicités dans ce sens-là, nous sommes ouverts. Nous sommes là pour travailler, pour faire de sorte que le pays avance. Et voilà, on ne dira pas non. En tout cas, il suffit juste que ça soit des choses qui respectent nos valeurs au quotidien. Voilà. Elwin, merci, c'est un plaisir. Mais je te donne quand même un dernier mot. Que tu dises un mot aux artistes congolais en rapport avec le numérique. Et c'est par ces mots que nous allons clore notre émission. Je vais répéter ce que j'ai dit au début de l'émission. C'est l'identité de l'artiste qui définit son marketing. Et donc, les réseaux sociaux ne sont que des outils que tout le monde peut utiliser. Mais si on veut se servir de ces outils en bon escient, ce qui serait plus intéressant, c'est déjà de repenser sa stratégie dans l'ensemble, de mieux définir ce que j'appelle son VVM, donc sa vision, ses valeurs et sa mission. Déjà, c'est difficile de faire carrière dans la durée si à la base on ne connaît même pas pourquoi on est devenu artiste. Et donc, c'est en fonction de ces paramètres-là que nous pouvons mieux utiliser Internet, parce que la stratégie qui va être déployée sur Internet va être concentrée sur notre vision à moyen et long terme. Voilà. Merci Elwin Gomon, c'est par ces mots très édifiants de Elwin Gomon que nous allons mettre un terme à notre émission. Et moi j'aime souvent dire que un artiste de notre époque qui n'intègre pas le numérique dans sa politique de communication va s'écarter, va s'effacer sur le marché de la concurrence qui devient de plus en plus rude. Je vous retrouve au prochain numéro avec le même plaisir. Tu cherches une visibilité, n'hésite pas, la solution c'est auprès de la Congolaise. Pendant ça la promotion à you, pendant ça la promotion va culturelle à you.